À l'été 1944, une femme prénommée Dorothy, dans le sud de l'Illinois, a mis en conserve 165 bocaux de nourriture à partir d'un jardin plus petit qu'une place de parking. Et elle n'a jamais acheté un seul sac d'engrais de sa vie. Pas une seule fois. Ma grand-mère était pareille. Chaque matin, elle sortait dans son potager avec un bidon de lait vide dans une main, une poignée de coquilles d'œufs écrasées dans l'autre, et un sac de jute rempli de peaux de bananes pourries sur l'épaule. Les voisins riaient. 30 ans plus tard, j'ai enfin compris. Elle ne jardinait pas, elle écoutait la terre. 17 vieilles astuces gratuites, 0 €. Une grand-mère. Et l'astuce numéro 11. L'astuce numéro 11 est celle qui vous donnera envie de décrocher le téléphone et d'appeler votre grand-mère ce soir. Même si elle est partie depuis 20 ans, même si vous ne l'avez jamais connue. Le bidon de lait enterré qui arrosait pendant qu'elle dormait. Ma grand-mère avait une règle qui contredisait tous les magazines de jardinage des années 70. Elle n'arrosait jamais les feuilles. Pas une seule fois. Pas pendant une sécheresse. Pas en août. Pas même quand les feuilles de concombre avaient l'air de supplier pour ça. Sa raison était toujours la même. Les feuilles n'ont pas soif. Ce sont les racines qui ont soif. Alors elle arrosait sous la terre. Et la façon dont elle le faisait, c'était avec un bidon de lait vide d'1 gallon. Le genre que vos enfants vident en 2 jours et jettent dans le bac de recyclage sans y penser. Elle prenait un petit clou en fer, chauffait la pointe sur la cuisinière à gaz jusqu'à ce qu'elle devienne orange incandescent, et perçait 6 ou 8 petits trous autour du fond et sur les côtés inférieurs. Puis elle creusait un trou à côté de chaque plant de tomate, assez profond pour enterrer le bidon jusqu'au goulot. Elle laissait le bouchon ouvert. Chaque soir, elle longeait la rangée avec un tuyau d'arrosage et remplissait chacun d'eux. Et pendant que la famille dormait, ce bidon libérait son eau une goutte lente à la fois, directement vers les racines. Pas d'évaporation, pas de perte due au vent. Les feuilles restaient sèches, ce qui signifiait pas de mildiou, pas de brûlure, pas de champignons. Et ces racines de tomates poussaient en profondeur, cherchant comme les racines sont censées pousser quand elles ne sont pas gâtées par un arrosage de surface. Si cela semble astucieux, ça l'est. Si cela semble nouveau, ça ne l'est pas. Il y a 4000 ans, les agriculteurs d'Afrique du Nord enterraient des pots d'argile non vernissés appelés holas pour exactement la même raison. L'argile laisse l'eau suinter à travers les parois goutte à goutte. L'Université de Californie à Davis a découvert en 2023 que l'irrigation goutte à goutte enterrée utilise entre 50 et 70% moins d'eau que l'arrosage par aspersion. Ma grand-mère savait cela dans ses tripes bien avant qu'une seule étude ne soit publiée. Et les femmes du Dust Bowl des années 30 faisaient presque la même chose, enterrant des bouteilles en verre à l'envers dans la terre, gardant leur potager en vie pendant la décennie la plus sèche de l'histoire américaine avec des astuces qui ne coûtaient absolument rien. Un bidon de lait vide, un clou, un trou dans la terre. Voilà la première astuce. Mais avant que le sol puisse boire, il doit avoir faim. Et ma grand-mère commençait chaque matin en nourrissant la terre avec quelque chose que la plupart d'entre nous versent directement dans l'évier. La dernière tasse du café de la veille. Sur le plan de travail de la cuisine de ma grand-mère, juste à côté du sucrier, il y avait un bocal en verre. Ce bocal n'allait jamais à la poubelle. Il contenait le marc de café du matin et celui du matin précédent, s'accumulant toute la semaine comme un petit compte d'épargne marron. Le samedi, elle l'emportait au jardin et saupoudrait le marc autour de ses tomates, ses poivrons, ses fraises, et je n'oublierai jamais cela, en un mince fossé autour de ses rosiers. Le chat du voisin n'arrêtait pas de faire ce que les chats font dans la terre meuble. Elle avait décidé que c'en était assez. Voici pourquoi ça marche. Le marc de café est un engrais azoté à libération lente, environ 2% d'azote en poids, et il ne brûle pas les racines comme le fait l'engrais synthétique. Plus important encore, la caféine paralyse le système nerveux des limaces. Une limace qui traverse un anneau de marc attrape ce qu'elle appelait les titubements lents. Elle ne meurt pas de façon spectaculaire, elle s'éloigne simplement et ne revient jamais. Un essai de l'USDA en 2022 a révélé que les plants de tomates recevant une tasse de marc usagée par mois produisent 15% de fruits en plus par rapport au groupe témoin. Il n'y a qu'une seule règle. Ne les entassez pas en couches épaisses. Plus d'1,5 cm d'épaisseur. Ils se compactent comme du feutre mouillé et empêchent l'eau de pénétrer.
Un léger saupoudrage est tout ce que la terre a jamais demandé. Et voici un morceau d'histoire que ma grand-mère elle-même ne connaissait pas. Dans les années 50, les épiceries du Midwest rural vendaient le marc usagé de leur comptoir traiteur pour 500 la livre, en sachet et étiqueté _bas, quote, -0, -bas, 500 la livre. C'était le taux de change entre le petit déjeuner et le dîner dans une économie de jardin qui n'existe plus. Mais si le café réveille la terre, le calcium est ce qui maintient la plante entière. Et ma grand-mère avait une source de calcium que la plupart d'entre nous jettent à la poubelle chaque matin, sans y réfléchir à deux fois. Les coquilles d'œufs, la vitamine secrète de la tomate. Chaque printemps, le rebord de fenêtre au-dessus de l'évier de la cuisine de ma grand-mère ressemblait à un petit musée. Une rangée de coquilles d'œufs rincées, séchant au soleil pendant 3 jours, jusqu'à être complètement sèches et cassantes. Puis elle les emportait sur le porche arrière, vers un petit mortier et pilon en pierre qui avait appartenu à sa propre mère. Elle broyait ces coquilles. Elle ne les écrasait pas, elle ne les émiettait pas. Elle les broyait en une fine poudre crayeuse. Ce détail compte plus que presque tout le reste dans cette astuce. La coquille d'œuf est composée d'environ 95% de carbonate de calcium. Une coquille d'œuf de poule contient environ 2 grammes de calcium pur, presque autant qu'un comprimé de calcium pour humain. Le calcium prévient la pourriture apicale, la tache noire déchirante qui ruine tant de tomates par ailleurs magnifiques. Il rigidifie aussi les parois cellulaires, des tiges plus solides, des feuilles plus saines, des fruits qui se conservent plus longtemps. Mais voici l'avertissement que personne ne vous donne. Une coquille d'œuf écrasée, du genre que la plupart des gens jettent directement dans le compost, met jusqu'à 18 mois à se décomposer. Une étude de Penn State en 2020 l'a confirmé. 1 saison et demie. Cassez un œuf mardi, enterrez la coquille mercredi, et vos tomates ne verront pas un seul milligramme de ce calcium cette année, ni la suivante. La seule façon de le libérer rapidement est de le broyer finement comme de la farine. Ma grand-mère broyait jusqu'à ce que ce soit doux entre ses doigts, puis l'incorporait dans le premier centimètre de terre autour de chaque plant de tomates en mai. 1 coquille d'œuf par plant. C'était suffisant pour toute une saison. Elle avait une petite formule qu'elle m'a apprise quand j'avais 10 ans. Les coquilles d'œuf pour les os, le marc de café pour le petit déjeuner, la peau de banane séchée pour le bec sucré. 3 plats, disait-elle, comme pour une personne. La terre mange comme vous mangez. Le calcium, c'était les os. Maintenant vient le bec sucré. Et il venait de quelque chose que les enfants de la maison savaient déjà éplucher et jeter. Les peaux de banane et la banque de potassium de la cuisine. Une peau de banane est une mine de potassium. En poids sec, elle contient environ 42% de potassium, plus qu'un sac d'engrais commercial 10-10-10 de la quincaillerie. Elle est aussi chargée en phosphore et contient une trace d'azote. Le potassium est le minéral qui dit à une plante qu'il est temps de fleurir et de fructifier. C'est lui qui décide si votre plant de poivrons vous donnera 3 poivrons ou 30. Ma grand-mère avait 2 méthodes, la lente et la rapide. La méthode lente était simple. Elle ne les coupait pas, elle ne les hachait pas. Elle enterrait la peau entière intacte à environ 10 cm de profondeur à côté d'un rosier ou d'un plant de tomates. La peau se décomposait en 6 à 8 semaines, nourrissant le potassium directement dans la zone racinaire. La méthode rapide, c'était le thé de banane. 3 pots dans 1 litre d'eau, couvertes d'une étamine, laissées sur le porche arrière 48 heures, ça prenait la couleur d'un thé léger et sentait vaguement le sucré. Elle versait une tasse autour de chaque plante en fleurs 1 fois par semaine, tout l'été. Il y a une histoire derrière cela. Les agriculteurs des Philippines préparent du thé de peau de banane depuis le XVIIIe siècle, non pas pour les légumes, mais pour le cacao, l'arbre qui nous donne le chocolat. Les archives de la FAO contiennent des recettes presque identiques à celles de ma grand-mère. Et en 1943, un petit livre de poche intitulé « Les jardins de la victoire pour débutants » contenait une recette en page 41 appelée tonique aux épluchures de fruits. Provenant de pommes, peau de banane, écorce d'orange, faire infuser, filtrer, verser. Elle ne savait peut-être pas qu'elle perpétuait une tradition, mais c'est ce qu'elle faisait. Un petit bonus parce que ma grand-mère collectionnait les petits bonus.
Elle disait « Si tu frottes l'intérieur d'une peau de banane sur les feuilles d'une plante d'intérieur, les feuilles brillent comme si quelqu'un les avait cirées. » Elle avait raison, essayez ce soir. Donc les racines étaient nourries, les fleurs étaient nourries, mais qu'en était-il des mauvaises herbes? Parce qu'elle n'a jamais, au grand jamais, arraché ces mauvaises herbes. Elle les enterrait sous quelque chose que je ne toucherai pas aujourd'hui sans vérifier 2 étiquettes d'avertissement. Le carton, le journal est le seul avertissement que grand-mère n'a jamais eu besoin de donner. Chaque automne, ma grand-mère disposait 5 couches de vieux journaux autour de ses courges des citrouilles, se chevauchant comme des bardeaux. Par-dessus, de la sûre ou des feuilles d'érable séchées. Pas de bêchage, pas de labour, pas de désherbant. Le papier bloquait le soleil, les graines de mauvaises herbes étouffées, les vers de terre affluaient par millions. Le journal est l'un de leurs repas préférés. Au printemps, le sol était plus meuble que n'importe quel jardin labouré du comté. Elle appelait ça « cote 4 ». C'était du jardinage sans labour avant que cela n'ait un nom. Maintenant, l'avertissement. Son journal à elle convenait parfaitement. Le carton moderne, les boîtes à pizza, les boîtes de céréales. Tout ce qui est brillant ou résistant aux graisses. Non. En 2023, l'EPA a découvert que 97% des cartons de qualité alimentaire testés sont positifs au PFAS, les produits chimiques éternels. Une étude du Sierra Club de 2024 a mesuré des PFAS dans des légumes-feuilles cultivés sur du paillis en carton à plus de 8 fois le seuil de sécurité de la FDA. Les PFAS ne se dégradent pas, ils restent dans le sol 1000 ans. N'utilisez que du carton ondulé brun ordinaire, pas d'encre, pas de revêtement, pas de ruban adhésif ou du journal imprimé après 1990. Ma grand-mère n'avait pas besoin de cet avertissement. Nous, si. Si cela vient de sauver votre sol, appuyez sur le bouton j'aime. Pas pour moi, pour le prochain jardinier qui a besoin d'entendre cela avant de poser son paillis de boîte à pizza. Le carton nourrissait les vers. Maintenant, grand-mère se tourne vers l'armoire à pharmacie du jardin et elle se trouve à l'intérieur de l'oignon posé sur votre plan de travail. Le thé de peau d'oignon, l'armoire à pharmacie du jardin. La peau brune et papyracée d'un oignon jaune n'est pas un déchet. Ma grand-mère collectait ces peaux tout l'hiver dans un sac en papier derrière la porte du garde-manger. En mars, quand elle commençait les semis de tomates et de poivrons sur le rebord de la fenêtre, le sac était plein. Elle faisait bouillir 2 litres d'eau, y jetait les peaux de 5 ou 6 oignons, coupait le feu et laissait infuser toute la nuit. Au matin, c'était d'un brun rougeâtre profond, la couleur du chêne teinté. Elle filtrait, diluait une part de thé pour 3 parts d'eau, et arrosait ses semis avec tous les 2 ou 3 jours. Ce que cela faisait était discret et régulier. La peau d'oignon contient de la quercétine, un antifongique végétal dont les études en laboratoire ont montré qu'il combat le pythium, le champignon responsable de la fonte des semis. La fonte des semis est le crève-cœur du démarrage des graines. Des plantules parfaites au petit déjeuner, effondrées au niveau du sol avant le dîner. Le thé de peau d'oignon est l'un des plus anciens remèdes contre ce fléau et l'un des plus efficaces. Les agriculteurs polonais au XIXe siècle l'appelaient Quatsis, le médicament à l'oignon. Le magazine The Farmer's Wife a publié une recette presque identique dans son numéro de mars 1938. Ma grand-mère la sortait de sa mémoire chaque printemps comme une prière qu'elle avait héritée mais jamais remise en question. Une précaution. Ne le vaporisez pas sur les feuilles en plein soleil d'après-midi. Les huiles concentrées peuvent brûler les jeunes pousses. Arrosez le sol, pas la plante. Les oignons s'occupent du champignon. Mais pour les pucerons et les pierrites du chou, grand-mère avait un autre type de parfum. Le spray à l'ail, le parfum d'une femme déterminée. Le vaporisateur d'ail de ma grand-mère était un ancien flacon bleu de nettoyant pour vitres réutilisé, avec une étiquette au crayon qui disait « Ail, ne pas boire ». Je ne l'ai jamais fait, mais je n'ai jamais oublié l'odeur non plus. La recette était simple, 5 gousses d'ail, pelées et écrasées, 2 tasses d'eau. Laissez reposer toute la nuit sur le porche arrière, couvert d'une assiette. Le matin, filtrez à travers un filtre à café. Ajoutez une goutte de savon de Castille pur pour que le mélange adhère aux feuilles et versez dedans. Elle l'utilisait contre les pucerons, les trips et les pierrites du chou. Elle vaporisait le dessous des feuilles, là où les pucerons vivent en petites colonies vertes.
Un essai de Cornell en 2022 a montré qu'un spray à l'ail de cette concentration atteignait 78% de contrôle des pucerons en 48 heures, comparable à l'huile de Nîmes commerciale pour un 20e du coût. 2 règles. Ne jamais vaporiser en milieu de journée quand les abeilles butinent les fleurs, elles vaporiser au crépuscule. Et ne jamais l'utiliser pur sur de jeunes semis. Les composés soufrés qui repoussent les insectes brûleront aussi les jeunes feuilles tendres. Dilué 1:3. Les femmes de Sicile préparent quelque chose qu'elles appellent aglio nebulizzato, ail atomisé, depuis 500 ans. Ma grand-mère n'a jamais rencontré une Sicilienne de sa vie, mais elles ont découvert la même chose. Les nuisibles maîtrisés, grand-mère ne montait pas la garde devant ses plantes. Elle les présentait à leurs voisins, les bons voisins du potager. Ma grand-mère plantait ses tomates avec du basilic, toujours. Jamais les tomates seules, jamais le basilic seul. Toujours les deux ensemble, comme un vieux couple marié qui se disputait, mais ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre. Le basilic repoussait les mouches blanches et les sphinx de la tomate. Les tomates ombrageaient les racines superficielles du basilic. Quelque chose dans l'huile de basilic rendait les tomates plus sucrées, une affirmation qu'un panel sensoriel de Rutgers en 2019 a finalement confirmé lors de tests de dégustation à l'aveugle. Elle plantait les carottes avec les oignons. La mouche de la carotte ne peut pas trouver les carottes à travers les oignons, et vice-versa. Les œillets d'Inde formaient une bordure orange vif tout autour du jardin. Leurs racines libèrent de l'alpha-tertiényl, toxique pour les nématodes à galles qui détruisent les plantes par en dessous. Puis les 3 sœurs, enseignées par une voisine cherokee, Madame Aïta, le maïs, les haricots grimpants et la courge d'hiver dans un seul monticule. Le maïs devient un tuteur vivant, les haricots captent l'azote de l'air, la courge étouffe les mauvaises herbes. Une étude de l'Université d'État de l'Iowa en 2021 a montré qu'une plantation des 3 sœurs produisait 20% de protéines en plus par hectare que les mêmes plantes cultivées séparément. Elle était stricte sur les ennemis, jamais les oignons avec les haricots, jamais les tomates avec le chou, jamais le fenouil avec quoi que ce soit. Si votre tomate de balcon a du mal, plantez un plant de basilic dans le même pot. Commentez quote 10 ci-dessous si vous essayez et je vous enverrai les 7 associations qu'elle utilisait le plus. Les voisins étaient en place, maintenant venaient les minéraux. Et l'un d'eux venait de l'armoire de toilette de grand-mère. Le sel d'Epsom, le bonbon au magnésium. Ma grand-mère gardait une boîte en carton de sel d'Epsom sur la 2e étagère de l'armoire de toilette, à côté de l'amamélis et de l'alcool à friction. C'était là pour ses pieds endoloris après une journée de mise en conserve, mais c'était aussi là pour les tomates. Le sel d'Epsom est du sulfate de magnésium. Le magnésium est un composant essentiel de la chlorophylle. Quand une plante est carencée en magnésium, les feuilles jaunissent entre les nervures tandis que les nervures restent vertes. Un motif appelé chlorose intermervaire, comme un pull rayé. Le sel d'Epsom est une solution simple et bon marché. Sa formule était une cuillère à café par gallon toutes les 2 semaines pendant la floraison et la fructification. Les tomates, les poivrons et les rosiers répondaient en 10 jours. Mais voici le piège. Si votre sol contient déjà assez de magnésium, en ajouter davantage déséquilibre le rapport calcium-magnésium et provoque une carence en calcium, la pourriture apicale, le problème exact que vous essayez de prévenir. Un bulletin de l'État de Washington en 2019 mettait franchement en garde contre l'excès. Sa règle était simple. Elle ne dosait pas tant qu'elle n'avait pas vu les symptômes. Chaque avril, elle achetait une bandelette de test à $2 à la quincaillerie et vérifiait le sol d'abord. Le nom Epsom vient de la ville anglaise où une source minérale a été découverte en 1618. Un dictionnaire médical de 1890 le répertoriait comme un tonique universel pour les humains, le bétail et les plantes. Ma grand-mère faisait confiance aux vieux livres. Les minéraux réglés, mais aucun minéral ne peut arrêter un gel tardif de printemps, et grand-mère avait 40 petites serres en verre qui attendaient. L'armée de bocaux Mason sur l'étagère du haut de la remise, enveloppée dans du papier journal et triée par taille. Ma grand-mère gardait 40 bocaux Mason en verre, pas pour la mise en conserve. C'étaient les bocaux du jardin. La dernière semaine d'avril, quand les semis allaient en terme et que les températures nocturnes descendaient encore près du point de congélation, elle portait ses 40 bocaux dehors à 17 h et les retournait à l'envers sur les plantes les plus fragiles, un bocal par semis, pressé doucement dans le sol pour sceller.
Au matin, chaque semis avait passé la nuit dans sa propre serre privée de la taille d'une balle de softball. C'est une vieille technique anglaise appelée le forçage sous cloche, utilisée dans les jardins maraîchers depuis le XVIIe siècle. Un bocal Mason, inventé par John L. Mason en 1858 et acheté par douzaine pour 15 $, fait le même travail qu'une cloche victorienne soufflée à la bouche qui se vend aux enchères aujourd'hui pour 300 $. Une règle qu'elle m'a martelée: les enlever avant 10 heures par toute journée ensoleillée. J'ai enfreint cette règle exactement une fois. J'ai laissé les bocaux par un matin chaud de mai pendant que je lisais un livre à l'intérieur. Le temps que je m'en souvienne, le soleil avait cuit 3 de ses meilleurs semis de tomates en soupe verte. Elle n'a pas crié, elle a juste regardé les plantes mortes et a dit « 11 ». Un rapport de vulgarisation de l'USDA estime que les cloches prolongent la saison de culture nordique de 2 à 3 semaines à chaque extrémité et augmentent le rendement en saison froide de 18%. 40 bocaux, une saison avancée. Et maintenant celle que je vous ai promise au début. L'astuce numéro 11. Quand le corps faiblit, le jardin s'élève. Quand ma grand-mère a eu 70 ans, son dos a lâché. De la façon dont les choses lâchent dans un corps qui s'est agenouillé dans les jardins pendant 50 ans. Le médecin lui a dit d'arrêter. Elle pouvait garder quelques plantes d'intérieur. Elle est rentrée à la maison, a bu une tasse de thé noir et est sortie vers la remise. Elle est revenue en traînant une vieille échelle en bois qui avait appartenu à mon grand-père, l'a appuyée contre le mur sud, a attaché le bas à un piquet. Le lendemain matin, elle a planté des haricots grimpants, des concombres et une citrouille miniature à son pied. En 2 semaines, elle avait sorti tout ce qu'elle pouvait. Un cadre de lit en fer forgé du grenier, celui sur lequel elle et mon grand-père avaient dormi pendant 47 ans, fixé à la clôture comme treillis à tomates. Des tuyaux en PVC cassés percés de poches pour les fraises. 3 manches à balai attachées en tipi. Au milieu de l'été, son jardin grimpé. Les haricots à hauteur des yeux. Les tomates à la hauteur de son visage. Elle ne s'est pas penchée une seule fois. Elle a dit une chose cet été-là que je n'ai jamais pu oublier. Je n'ai plus besoin de me baisser. Le jardin s'est baissé avec moi. Une enquête de l'ARP de 2024 a révélé que 28% des Américains de plus de 65 ans abandonnent le jardinage à cause de douleurs au dos ou aux hanches. Quand ils passent à des aménagements verticaux, ce chiffre tombe à 12%. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui émet un jardin et ne peut plus se pencher pour en avoir un, envoyez-lui cette vidéo ce soir. Laissez un commentaire avec son prénom. Je les lis tous. La prochaine astuce explique comment les plantes viennent au monde à partir d'un morceau de gouttière cassé. La vieille gouttière devenue pouponnière. Derrière la remise, appuyée contre le pin, ma grand-mère gardait un tronçon de gouttière en aluminium que mon oncle avait arraché de la maison lors d'une réparation après une tempête. Tordue à un bout, la peinture usée jusqu'au métal. N'importe qui d'autre l'aurait emportée à la décharge. Elle l'a coupée en 2 longueurs d'environ 1 mètre, a bouché les extrémités avec des morceaux de bois et une touche de silicone, et les a remplis de terreau pour semis. Cette gouttière jetée est devenue sa pouponnière à semis. 60 plants par longueur. Elle les posait du côté ensoleillé de la fenêtre de la cuisine en février. En avril, elle avait plus de semis de tomates, de poivrons et de laitues qu'elle ne pouvait en utiliser. Voici l'astuce. Quand les semis mesuraient 10 cm et avaient leurs premières vraies feuilles, elle ne les arrachait pas un par un. Elle inclinait toute la gouttière au-dessus de la rangée préparée du jardin et toute la colonne de terre, 60 semis espacés sur sa longueur, glissait en un long ruban, directement dans une tranchée qu'elle avait déjà creusée. Pas de choc racinaire, pas de choc de transplantation, pas un seul semis perdu sur 60. Les agriculteurs japonais pendant la période Edo, il y a 300 ans, fendaient des tronçons de bambou de la même façon pour les semis de riz avant de les repiquer dans les rizières. Mother Earth News a publié ce bricolage en 1978. Ma grand-mère le faisait depuis les années 50. Les semis étaient levés. Les graines avaient besoin de noms. Voici comment elle les étiquetait. Les étiquettes fabriquées à partir d'un pot de glace. Ma grand-mère n'achetait pas de marqueurs pour plantes. Elle n'en avait pas besoin. Chaque été, nous mangions un pot d'1 gallon de glace à la vanille directement dans le bac après le déjeuner du dimanche. Et quand il était vide, elle prenait les ciseaux de cuisine et le découpait en 30 petits des étiquettes,
une extrémité taillée en pointe pour qu'elle puisse les enfoncer dans la terre. Elle écrivait dessus avec un crayon numéro 2. Pas un marqueur, un crayon. Les marqueurs permanents, m'a-t-elle dit, perdent leur encre après un seul été complet de soleil. Les ultraviolets les décolorent plus vite qu'on ne le croirait. Le graphite, qui est essentiellement du carbone cristallin, ne s'oxyde pas sous les ultraviolets. Une revue de chimie a mesuré la stabilité du graphite en extérieur à plus de 10 ans. Un pot de crème glacée d'1 gallon, 30 étiquettes, 0 coût. Chacune portait la variété et l'année. Tomate, Brandywine, 1987. J'en ai une dans un tiroir de cuisine à l'étage. Je l'ai retirée de son jardin la semaine après son décès. Si vous voulez qu'elle dure plus longtemps que n'importe lequel d'entre nous, une astuce supplémentaire. Faites chauffer une brochette en métal au rouge sur la cuisinière et gravez le nom dans le plastique au lieu de l'écrire. Une technique de lettres pressées venue des ateliers de bois européens du XVIIIe siècle. L'écriture ne s'effacera jamais. Des plantes étiquetées, des souvenirs étiquetés. Ensuite venait la clôture qui poussait toute seule. La clôture de ronces qui protégeait avec beauté. Un cerf peut manger 25 kilos de votre jardin en une seule nuit. Ma grand-mère a eu un problème de cerf pendant exactement 2 étés avant de cesser de les combattre et de commencer à faire pousser une clôture. Elle a planté des tiges de mûrier en double rangée le long du bord nord de la propriété. Une variété sans épines à l'intérieur, la plus proche d'elle. Une variété épineuse à l'extérieur, la plus proche des cerfs. Des épines pour eux, pas d'épines pour moi, disait-elle. À la fin du 2e été, la haie faisait 1,80 m de haut et était impénétrable, et les cerfs avaient déménagé dans le jardin du voisin. La clôture n'avait besoin d'aucun arrosage après la 2e année, d'aucun engrais, seulement d'une taille sévère à la fin de l'hiver, jamais en été, parce que les tiges qui fructifient l'année prochaine poussent cette année. Et chaque juillet, elle nous offrait une récolte bonus de mûres. Assez pour de la confiture, assez pour une tarte, assez pour les enfants du quartier qui apprenaient à se tenir du côté sans épines et à cueillir en échange de la promesse de ne pas dire à leurs parents d'où venaient les mûres. L'Angleterre fait pousser des haies depuis 2000 ans. Les Romains les ont plantées. Un rapport de la Société royale pour la protection des oiseaux a révélé que les haies anglaises abritent 80% des espèces d'oiseaux des terres agricoles du pays. Une clôture vivante n'est pas simplement une clôture, c'est un voisinage. Et ma grand-mère avait encore un voisinage vivant à me raconter. La communauté de jardiniers qui échangeait avec elle depuis 50 ans. La monnaie n'était jamais l'argent, c'était une promesse. Ma grand-mère n'a jamais acheté un seul sachet de graines en 50 ans. Elle a troqué chaque graine qu'elle a jamais plantée. Les échanges avaient lieu à l'église le dimanche, à la foire du comté en août, sur le parking du silo à grains chaque printemps. Quelqu'un lui tendait une enveloppe en papier kraft avec un nom au crayon. Brandywine 1987 de maman. Et elle en rendait une des siennes. Aucun argent ne changeait de main. La graine n'est pas à vendre. Elle disait que c'est une promesse. Une Brandywine de sa collection avait un arbre généalogique. Celle de 1987 venait de sa mère qui l'avait conservée en 1952, qui la tenait de sa tante, qui la tenait d'une voisine du sud de la Pennsylvanie, qui l'avait emportée vers l'ouest en 1903. 100 ans d'été passés de main en main pour rien. La tradition est toujours vivante. Le Seed Savers Exchange dans l'Iowa préserve des semences anciennes depuis 1975 et détient aujourd'hui 25 000 variétés. 500 bibliothèques publiques américaines gèrent des grainothèques où l'on emprunte un sachet de la même façon qu'on emprunte un livre. Une étude du National Geographic de 2020 a révélé que 94% des variétés de légumes commerciales qui existaient en Amérique en 1900 sont aujourd'hui éteintes. L'échange de semences anciennes est la dernière défense. Lien dans la description. Si vous avez une graine de famille, ne la laissez pas mourir avec vous. Commentez son nom ci-dessous. Quelqu'un qui regarde ce soir la cherche peut-être. Les graines sont communautées. L'eau peut venir de la communauté aussi, y compris un type d'eau que le propriétaire d'aquarium jette chaque semaine. L'eau d'aquarium dont personne ne voulait. Ma grand-mère avait un aquarium d'eau douce de 75 litres dans le salon. 4 poissons rouges, un pléco, un petit château. Un dimanche sur 2, elle changeait environ un quart de l'eau. Cette eau brunâtre, légèrement trouble, sentant la mare, allait directement dans un arrosoir,
et directement au pied de ces plants de tomates et de poivrons. C'est de l'aquaponie à la plus petite échelle possible. Les déchets de poissons sont riches en nitrates dilués, en oligo-éléments et en bactéries bénéfiques, et constituent un engrais liquide presque parfait. Un projet de 2020 de l'Université des Îles Vierges a révélé que les légumes cultivés avec de l'eau aquaponique produisaient 30% de plus que les mêmes légumes sous solution nutritive hydroponique standard. 30% à partir d'eau que la plupart des gens versent dans la bonde de la baignoire. Une seule règle, l'eau du bac ne doit pas avoir été traitée avec des produits anti-algues ou des médicaments. De l'eau pure d'un bac en bonne santé, c'est tout. Pas d'aquarium. L'animalerie du coin a des seaux dont elle se débarrasse chaque semaine. Entrez, demandez poliment, expliquez que vous avez un jardin. La plupart vous donneront les seaux et vous remercieront. Les Aztèques ont construit des jardins flottants appelés chinampas sur le lac Texcoco il y a 600 ans, et les poissons dans les canaux en dessous étaient la source d'engrais. Rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, la dernière astuce, la 17e, celle que ma grand-mère faisait chaque janvier quand le reste du pays traînait quelque chose jusqu'au trottoir. Le sapin de Noël qui retournait au jardin. Chaque 2 janvier, ma grand-mère traînait le sapin de Noël à travers la cour jusqu'au jardin. Elle n'a jamais une seule fois de sa vie laissé un sapin de Noël sur le trottoir. Elle le posait près du tas de compost et se mettait au travail avec un sécateur. Les petites branches d'abord, 5 d'entre elles attachées avec de la ficelle de bottelage en tipi pour la rangée de haricots. Ce tipi durait 3 étés. Les branches plus grosses devenaient des bordures de plates-bandes surélevées. Le tronc, elle le sciait en rondelles pour en faire des pas japonais. Les aiguilles, elle les ratissait comme paillis autour des buissons de myrtilles. Les myrtilles adorent les sols acides. Un sapin de Noël entier. Rien de gaspillé, pas une seule aiguille. Elle m'a dit une fois, les joues roses de froid, « Dans ce jardin, il n'y a pas de déchets. Il n'y a que quelque chose qui n'a pas encore trouvé sa place. » L'Agence de protection de l'environnement a estimé en 2024 que 33 millions de sapins de Noël sont jetés en Amérique chaque année. Moins de 10% sont compostés. Si chacun était utilisé comme ma grand-mère utilisait le sien, les jardins américains recevraient 800 000 tonnes de paillis gratuits chaque janvier. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Dorothy, en 1944, pouvait mettre en conserve 165 bocaux à partir d'un jardin plus petit que son ombre. Ce n'était pas de la magie, elle et ma grand-mère vivaient selon la même règle tranquille. Elle regardait chaque bidon de lait, coquille d'œuf, journal et sapin de Noël et demandait « 14 » et lui en donnait une. C'est le vrai secret du jardin de la victoire. Pas la guerre, pas le rationnement, juste cette seule question. Tranquille, posée par des femmes élevées pour ne jamais gaspiller. 0 $, une grand-mère. Aucune de ces 17 choses ne concerne vraiment les légumes. Elle concerne une relation entre une personne et un bout de terre, entre une génération qui n'avait rien et une génération qui a presque tout et ne sait toujours pas où le mettre. Ma grand-mère ne piratait pas la nature. Elle l'écoutait, chaque matin, avec un bidon de lait vide dans une main et une poignée de coquilles d'œufs dans l'autre. Elle n'était pas maligne. Elle était polie. Elle disait merci à la terre pour une saison de plus. Et la terre, à sa manière lente et obstinée, lui disait merci en retour. Quand vous percerez un petit trou dans le fond d'un bidon de lait ce soir, et que vous l'enterrerez à côté de votre plant de tomates, vous n'arrosez pas simplement une plante. Vous rejoignez une chaîne de petites femmes déterminées qui s'étend sur 80 ans, à travers une guerre, à travers une dépression, à travers un continent. Dorothy est à l'autre bout en 1944, mettant en conserve son 165e bocal par un après-midi de septembre. Ma grand-mère est vers le milieu, traînant un sapin de Noël à travers la cour le 2 janvier, et vous êtes à ce bout-ci en ce moment même, tenant un bidon de lait et un clou. Ça va marcher. Ça marche depuis très longtemps. Un jardin ne fait pas que produire de la nourriture. Un jardin vous donne une grand-mère, même si la vôtre est partie depuis des décennies. Un jardin vous remet dans une cuisine où vous n'avez pas mis les pieds depuis vos 8 ans. Les tomates n'arrivent pas en 2 jours. Les graines ne fleurissent pas du jour au lendemain. Les femmes qui connaissaient ces 17 choses par cœur ne les ont pas apprises vite non plus. Elles les ont apprises un été lent à la fois. Si cette vidéo vous a fait penser à quelqu'un, votre grand-mère, votre mère, une tante, une voisine, laissez leur prénom dans les commentaires ci-dessous. Juste un prénom.
Je les lis tous, sans exception. Et la semaine prochaine, je vous montrerai exactement comment ma grand-mère a mis en conserve ces 165 bocaux. Quelles tomates elle a choisies, quels bocaux elle utilisait en confiance, quelles recettes se trouvent encore dans un livre de cuisine sur mon étagère à l'étage. Abonnez-vous pour ne pas le manquer. Un jardin vous attend. Et quelque part, une grand-mère, la vôtre, ou la mienne, ou celle de Dorothy, attend aussi.